Fidèles téléspectateurs du magazine Carrière, bienvenue à cette 16e édition. Nous sommes ici au boulevard du 20 mai qui vient d'accueillir la célébration du 41e anniversaire de l'unité nationale. C'est d'ici que nous déroulons le menu de cette édition, dont voici le sommaire en images. Claire Mimbwe Dissamba est la présidente fondatrice de l'association Relais Enfants Parents. À travers le REPCAM, elle vient en aide aux enfants de détenus, aux mineurs et aux femmes incarcérées. Une entreprise humanitaire qu'elle a choisie au détriment d'un poste de principal de collège. Pourquoi, mais surtout comment fonctionne son activité, c'est ce que nous allons voir dans la rubrique Initiative. Nous nous intéresserons aux couples qui travaillent ensemble pour voir si lorsqu'éventuellement madame et monsieur sont dans la même entreprise, les hommes acceptent d'avoir leur femme pour chef. Réponse tranchée et avis dans la rubrique Débat. Dans l'enquête à suivre, nous nous intéresserons à un métier dont la pratique divise les citoyens mais qui réunit les quartiers et les villes du Cameroun. Il s'agit des transporteurs par moto. En effet, le Benskin fait vivre plus de 500 000 personnes, en majorité des jeunes qui y gagnent un revenu moyen journalier qui varie entre 3 et 4 000 francs CFA à Yaoundé et à Douala. L'importance économique de l'activité des Benskin mérite que l'on s'y attarde. C'est l'objet de notre enquête intitulée « Moto-taxi, un réservoir d'emploi à maîtriser ». À suivre également en deuxième partie d'émission, le parcours atypique d'un universitaire au caractère iconoclaste et passionné de marketing dont il est l'un des premiers enseignants au Cameroun. Enseignant chef de département à l'UIT de l'Université de Douala, il est depuis 1999 le promoteur de l'Institut supérieur de management ISMA qui forme dans 10 filières professionnelles. Auteur de 3 ouvrages dont le dernier est à paraître, le professeur Bob Ngamwe est en train de construire un gigantesque complexe universitaire à l'architecture singulière avec pour objectif de réunir sur un seul campus les milliers de jeunes qui frappent aux portes de son institut. Il nous raconte son parcours et partage sa vision de l'école dans la rubrique Success Story. Vers la fin de cette édition, nous allons prendre quelques conseils et astuces auprès de Marlise Doualabel dans la rubrique Coaching. La consultante en ressources humaines nous dira ce que peut faire un leader pour catalyser son équipe et la conduire à de meilleurs résultats. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, installez-vous. Nous commençons tout de suite. Technicienne supérieure en informatique, celle qui a dirigé l'Institut Samba secondaire à la fin des années 90, Claire Mimbwe Dissamba, a laissé cette fonction de principale pour se consacrer à l'association Le Relais Enfants Parents du Cameroun, association à but humanitaire. Créée en 2005 pour accompagner les enfants de parents détenus et assurer le maintien des liens parentaux, surtout avec les mères, l'aventure, mieux, cette entreprise humanitaire et sociale à laquelle elle consacre ses jours et ses nuits avec l'aide des bénévoles, porte des fruits probants et se poursuit allègrement. Elle nous en parle dans la rubrique Initiative. Je demande à tous les papas, mamans et tontons du monde d'accorder un peu d'amour et de protection aux enfants pour une vie heureuse, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Bienvenue chez nous, dans le monde de l'enfance. Nous sommes dans l'espace accueil enfant, espace de dialogue, d'échange, d'écoute des hommes meurtris, parce qu'on en a beaucoup. Ici, c'est le secrétariat. Et ici, c'est l'espace magasinage. Ça va aller à la prison tout à l'heure.
La toutounette. Bonjour. Ça va? Tu es tellement concentrée. Je suis Claire Mboué Ndissamba, présidente de l'association Relais Enfants Parents du Cameroun. J'ai 41 ans. J'ai 3 bébés. Je suis passionnée du monde de l'enfance en général et surtout du monde de l'enfance en difficulté. J'ai été directrice au collège dans l'Institut Sambalivo Gada pendant 11 ans. Pendant l'exercice de ces fonctions-là que j'ai rencontré un petit garçon que j'appelle toujours Joël. À l'époque, il avait 12 ans. Et il passait son temps à voler les livres de ses camarades parce qu'il voulait se faire arrêter, être jeté en prison. Je lui demande, voilà, pourquoi est-ce que tu fais ça? Il me dit, parce que je voudrais aller vivre avec maman en prison. Je disais, comment avec maman en prison? Ma mère en prison et est-ce que vous pouvez m'accompagner au commissariat pour que moi aussi j'aille la rejoindre là-bas? Ça m'a touchée et j'ai cherché à rencontrer son papa. Au bout de 4 jours d'appel et tout parce qu'il ne voulait rien entendre, finalement la rencontre a pu se faire. Le papa est venu et la belle-mère, parce qu'entre-temps, ils s'étaient mariés. Puis on s'est retrouvés, je leur ai dit, je vous propose qu'on aille à la prison centrale de Yaoundé pour qu'ils voient sa maman. Et je ne sais pas, j'ai eu des paroles comme ça, je ne sais pas ce qui m'avait inspiré, mais j'ai pu convaincre les parents. Et Joël, nous sommes partis à la prison centrale de Yaoundé, on a pu rencontrer la maman, mais je ne vous dis pas l'émotion qu'il y a eu derrière, les pleurs et tout. Et moi, j'ai donc proposé à la belle-mère d'accompagner Joël tous les mercredis, rencontrer sa maman, moyennant 30 000 francs à la fin de chaque mois. Je lui ai dit, écoute, moi, je touche au sein de chaque mois. Tu viendras, que je sois là ou pas, tu vas venir, tu vas trouver tes 30 000. Et puis, tous les mercredis, tu vas accompagner Joël à la prison. Alors, au bout de 2 mois, Joël est passé de 8 de moyenne à 16,20. Le second venant avec 12 de moyenne, je me suis dit, waouh, si Joël a pu changer comme ça, c'est sûr qu'il y a d'autres enfants qui se trouvent dans la même situation que lui, qui ont besoin d'être accompagnés. Et entre-temps, la maman m'interpelle et me dit, j'ai honte, je regarde mon fils, comment je vais faire, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais lui dire? Je dis, tu te lâches, moi je vais t'aider. Je vous assure, je n'étais jamais allée en prison avant ça. C'est pas parce que tu es en prison que tu n'es plus une maman. Tu es en prison, mais tu aides ton enfant. On a vu le jour de la rencontre, tu as pleuré, tu t'es évanoui. Joël est resté sur toi, il a pleuré. Bon, nous tous, on a pleuré parce que moi, personnellement, j'ai ressenti quelque chose. J'ai eu la chair de poule jusqu'aux cheveux. Je dis, il y a quelque chose de très fort qui existe encore. Tu peux toujours éduquer ton enfant, lui dire, écoute mon bébé, voici ce que j'ai fait. Tu n'es pas obligé de lui dire que tu as volé, tu as tué, tu lui dis, j'ai transgressé la loi. Il ne faut pas faire ce que j'ai fait, sinon tu vas te retrouver en prison comme moi. Quand je vois Joël qui change, j'assiste à une naissance. Bébé Mélanie est en prison, sa maman est là, son papa est détenu. Donc les deux sont détenus, la maman arrive à terme. Elle accouche, je dis mon Dieu. Je dis pourquoi est-ce que ça arrive quand je suis là? Il y a un message derrière ça. Je dis Dieu veut que j'accompagne les enfants des prisonniers. C'est donc comme ça que l'idée, le déclic se fait. Je vais dire au régisseur, bon, écoutez, moi je voudrais venir tout le temps avec les enfants et puis aider les mamans, vraiment. Il me dit, je veux bien, mais ce n'est pas à mon niveau, il faut aller voir le directeur de l'administration pénitentiaire, je vais le rencontrer. Il me dit, non, ce n'est pas à mon niveau, il faut voir le ministre. J'écris au ministre, je vous assure, je n'ai pas attendu. 3 semaines, j'avais mon courrier. Donc j'ai mon autorisation, maintenant j'écris maintenant au prophète. 3 semaines après, je crois que c'est le directeur du cabinet, en fait le responsable m'appelle, il me dit, vous avez votre récépissé de déclaration d'association, est-ce que vous pouvez venir chercher? Ça s'est tellement passé vite que je me suis dit, c'est la main de Dieu. J'ai l'autorisation le 16 février 2006. Quand vous avez un projet de ce type, surtout au Cameroun, on ne comprend pas. On ne comprend pas.
Moi, on me regardait, c'était un peu bizarre. J'avais envoyé 98 courriers quand j'ai commencé. Tout le monde disait, oh mais c'est bien ce que vous voulez faire, oh c'est très bien ce que vous faites, mais on n'a pas de budget, on ne peut pas, c'est très bien, peut-être la prochaine fois. Je ne me suis pas découragée. Moi je me dis c'est un choix de vie, c'est un choix que j'ai fait, je crois à mon projet, je vais foncer, je vais toujours fonctionner par l'exemple. Pour les perspectives à long terme, je souhaite vraiment faire construire un grand centre d'accueil sur la route de Mbalmayo. Moi, je propose donc, dans ce centre d'accueil, créer une petite école pour ces enfants-là, avec internat. Et on va aussi prendre les petits-enfants du village. Ils vont fréquenter gratuitement dans cette école. Mon deuxième rêve, c'est de faire l'accompagnement de fin de vie. À moyen terme, construire des parloirs adaptés aux visites familiales comme nous l'avons fait à la prison centrale de Koningui, de Yaoundé, bien sûr avec l'autorisation du ministère de la Justice, pouvoir aller dans les 10 prisons centrales d'abord, faire le même travail, trouver des parrains, parce que je dis à mes amis, je dis aux connaissances, on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être nanti, d'avoir beaucoup de moyens pour aider un enfant qui souffre. On n'a pas besoin. Vous pouvez parrainer un enfant à 10 000 francs par mois. C'est beaucoup. Par exemple, sur Facebook, on a 23 parrains qui parrainent des enfants. C'est déjà bien d'avoir les 23 parrains à qui je profite de carrière pour dire merci. Je ne peux pas citer tous les papas et les mamans qui nous soutiennent. Je souhaite obtenir des autorisations pour pouvoir aller travailler même dans toutes les prisons du Cameroun, pourquoi pas. Merci maman. Merci pour tous les efforts que tu fais pour ces enfants. Les enfants, je vous aime. Je vous aime très fort. Les mamans, je vous aime. Et j'ai besoin de votre amour. Si je peux donner un conseil à mes jeunes frères, c'est que quand tu as un projet, il faut croire en ton projet, que tu aies le courage de le faire, que tu tiennes, que tu aies la persévérance, la foi, ne pas se décourager, quelles que soient les embûches. Et puis, vraiment, remettez vos projets entre les mains de Dieu. Restons dans les familles, mais intéressons-nous précisément au couple pour savoir si lorsque madame et monsieur travaillent ensemble, l'un accepterait d'être le chef de l'autre. Précisément, seriez-vous prêt à accepter que votre femme soit votre supérieur hiérarchique? C'est la question posée dans la rubrique débat. Voici les avis et réponses tranchées. Accepteriez-vous d'avoir votre femme comme supérieure hiérarchique au bureau? Si j'ai une femme qui est ma supérieure, ça ne me dérange pas, puisque si elle est devant moi, ça veut dire qu'elle connaît. Non, je ne peux pas accepter. Parce que cette domination au lieu de service ira jusqu'au domicile et ça va gêner mon foyer. Ma femme légitimement mariée ne peut pas être ma patronne au bureau. Ça, c'est impossible. Si elle a le niveau, je vais bien accepter de travailler sous ses instructions, les instructions du service. Je suis d'accord. Mais au domicile, on ne peut pas me donner des ordres. Ça ne se fait pas. C'est assez compliqué. Et on ne peut pas être en même temps chef à la maison et être sous les ordres de sa femme au bureau. C'est pas possible. Là, il n'y aura pas vraiment de respect. Pourquoi pas, hein? Si elle a les qualifications requises, hein? Elle peut être bien. J'ai déjà même eu une femme qui a été mon supérieur hiérarchique. Quand la femme vous commande, il y a également l'entourage. Le plus dur, c'est l'entourage. Puisque réellement, à la maison, la femme commande. La femme, c'est elle qui a le pouvoir de l'oreiller. Mais je dis, quand il y a déjà l'entourage, lorsqu'on sait que voilà, madame, telle qui commande, tel, il y a problème. Aucun de mes collègues ne peut se moquer de moi, puisque personne ne gère ma vie. Le bureau, c'est le bureau. Le domicile, c'est le domicile. Dans la vie, tout ce qui compte, c'est l'argent. Que la femme soit mon supérieur ou bien je sois son supérieur, j'accepterai. Il y a des femmes qui sont possessives, qui travaillent, elle va vouloir te dominer, te commander parce que c'est elle qui a l'argent. Mais en ce qui me concerne, je ne pourrais pas travailler pour ma femme. Ça dépend si elle me respecte. Si on se respecte, qu'elle sait que non, à la maison,
c'est mon mari, je le respecte, il peut me demander de faire tout, je fais. Mon niveau professionnel, on connaît comment il faut faire son âge, bon, je peux lui dire qu'il me respecte, il n'y a pas de souci. Mais si c'est le gars qui se prend la tête et qui dit... C'est pas toujours l'homme qui doit commander dans la vie, la femme peut aussi commander. Aujourd'hui, tout est libéralisé. Si une femme est compétente, c'est normal qu'un homme soit sous ses ordres. Qu'elle soit ma femme ou pas, ou même c'est une autre femme, je ne veux pas qu'elle me donne les ordres. Au Cameroun, on estime à 70 000 le nombre de conducteurs de mototaxi, avec un revenu moyen journalier entre 3 et 4 000 francs à Douala, comme ici à Yaoundé. Il s'agit d'une importante activité économique en pleine expansion qui a suscité l'intérêt du chef de l'État lors de son dernier discours à la jeunesse. Par ailleurs, des pays asiatiques producteurs de motos ont renforcé leurs relations commerciales avec le Cameroun du fait de ces commandes. Mototaximen, un réservoir d'emplois à maîtriser, c'est le titre de l'enquête de ce mois que signent Guy Hervé Fongan, Arafat Tekunga et Albert Ledouyonge. Le phénomène des mototaxis commence en 1990. Le transport par bus est en panne, les infrastructures routières n'évoluent pas, l'offre de transport urbain est en baisse. Le chômage monte en puissance, une conjugaison de facteurs qui favorise l'installation d'une activité qu'on n'attendait pas forcément. La colonie des mototaxis grandit dans le désordre. L'État essaye, sans y arriver, de régulariser. Un texte en 1996, puis un autre en 2008. Pas d'application. Les mototaxis sont otages des politiques de tous bords et des grands. Ils ont le sentiment que la seule ambition de l'État, c'est de mettre fin à leur activité. Ils se sentent menacés. Et puis, vient ce jour historique du 10 février 2013. Au second, qui, par la force des choses, se sont trouvés marginalisés. Je souhaite qu'ils sachent que j'apprécie le courage qu'ils ont eu en acceptant des tâches souvent pénibles pour faire vivre leur famille. Plutôt que de les regarder de haut, l'on devrait leur reconnaître un rôle social dont l'utilité est incontestable. Prenons par exemple le cas des conducteurs de mototaxi. Je sais que cette profession n'a pas toujours bonne réputation en raison de quelques brebis galeuses qui s'y sont introduites. Mais la majorité de ces jeunes cherchent tout simplement à gagner leur vie. N'est-on pas heureux de la possibilité offerte d'atteindre rapidement et à moindre coût des destinations difficiles d'accès? Pour éviter certains comportements qui sont à déplorer, il conviendrait sans aucun doute d'organiser la profession et de prévoir à leur intention des stages de formation concernant à la fois le code de la route, notamment le port du casque et la technique des véhicules à 2 roues. Du coup, Emmanuel Dogbou, mototaximan depuis plus de 10 ans à Douala, peut sortir sans crainte. Il a connu quasiment toutes les tentatives de redressement et de réglementation de ce secteur. Au cœur des démarches pour l'organisation, Fongan Ferdinand, président du groupement des associations des syndicats de mototaxi du Cameroun, Grasmota, pour qui ce secteur est porteur pour tous ses acteurs. Parlant, n'est-ce pas, des coûts d'achat de la moto, qui est en moyenne 450 000 francs par moto, et on fait des multiplications par 170 000, essayons de voir ce que ça peut retenir comme masse, n'est-ce pas, monétaire sur l'ensemble de notre économie. Et pour vous parler de l'impôt libératoire, qui est de 10 590 par moto et qui est payé dans tout le territoire national, il faut essayer de voir combien, n'est-ce pas, le coût de l'économie dans ce secteur d'activité peut peser sur notre revenu. En sortant la calculette,
On a 77 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour les concessionnaires de motos en 3 ans, près de 2 milliards de francs CFA d'impôts libératoires par an dans les caisses de l'État, 14 milliards de francs CFA de TVA versés par les concessionnaires à l'État en 3 ans. C'est un phénomène qui est pas simplement nuisible comme certains veulent le présenter. Ce sont des agents économiques. Si vous avez 100 000 personnes qui tous les jours dépensent au moins 1000 francs CFA pour le carburant, ce sont des acteurs sociaux qu'il faut respecter. Maintenant, il faut qu'eux-mêmes aussi respectent la loi, qu'ils rentrent dans une régulation qui les permette d'être des citoyens responsables et que le voisinage avec eux ne devienne pas un problème. Notre petit mototaximan a lui aussi beaucoup avancé en 10 ans. Dogbou Emmanuel est aujourd'hui propriétaire de 3 motos. Il est marié et père de 2 enfants et surtout, il a pu se construire une petite bâtisse. Après 10 ans d'exercice d'activité de mototaximan, mes ambitions peuvent être seulement les meilleures. Et nous qui avons exercé dans un secteur vraiment qui n'avait pas été organisé auparavant, j'aimerais que ce secteur soit vraiment organisé pour le profit de nos futurs mototaximans, que vraiment les gens essaient aussi de nous respecter et que les gens pensent qu'ils doivent exercer ce métier comme un métier qui est propre à un métier et que vraiment les gens l'exercent dans l'honnêteté, la légalité. Chacun aura son pain quotidien. En moyenne, par jour, une moto rapporte à son propriétaire 4 000 francs CFA. Pour de nombreux jeunes de familles pauvres ou contraints au chômage, c'est une grande opportunité. L'activité reçoit au moins 1000 personnes par semaine. Ceux qui se trouvent dans l'activité de mototaxi sont parfois des déflatés de la fonction publique, sont parfois ceux qui n'ont cherché des emplois ailleurs, ils n'ont pas pu. Ainsi, par tous les moyens, même les plus risqués, ils deviennent mototaximens. Dogbou Emmanuel est entré dans le métier en jouant. C'est depuis l'école que j'ai commencé à faire la moto. J'ai copié un peu les habitudes des grands frères. Ils étaient au quartier qui par moment arrivaient, nous demandaient de laver leur moto. Régulièrement, ça nous donnait l'envie de faire un tour. Emmanuel Dogbou s'est lancé sans permis de conduire. C'est le cas de nombreux conducteurs de moto qui font de leur travail une activité dangereuse pour leurs clients et la société. Vous voyez, la plupart des motos ne portent même pas de plaque d'immatriculation. Pourtant, dans la loi, n'est-ce pas, des transports, à chaque véhicule, une plaque d'immatriculation. L'activité de mototaxi ne devait pas être un secteur où on ne trouve que les brebis galeuses à la plupart. Vous avez des chefs de famille qui éduquent leurs enfants à partir de cette profession. Vous avez des citoyens honnêtes, responsables, qui vivent en même temps. Vous avez là-dedans la pègre, n'est-ce pas, les mafras, les bandits, qui ne veulent pas que la situation se clarifie. Et nous voulons, avec l'aide de ces conducteurs propriétaires responsables, clarifier le jeu pour que ne reste dans cette profession que des citoyens honnêtes. Cela fait des années que des appels de ce genre sont lancés. Il est fort possible qu'enfin, avec l'orientation présidentielle, il soit entendu et traduit en organisation de ce secteur, tout en tenant compte de son aspect vital pour plus de 500 000 Camerounais. Ce processus qui est en cours permettra qu'on clarifie le jeu, que ta moto soit exactement comme ton véhicule. Quand tu as ton véhicule, tu as ta carte grise, tu as ta vignette, n'est-ce pas? Tu as ta visite technique, tu as ton assurance et tu peux circuler allègrement. Donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est même pour leur intérêt. Il faut mettre en place toute une politique d'abord pour les aider, les accompagner économiquement. Et il faut mettre aussi en place une politique qui les permet d'avoir le sentiment d'appartenance et d'apporter quelque chose à la communauté économique nationale. Il faut leur permettre aussi d'être des hommes responsables, donc des partenaires. Donc je crois que l'État a intérêt à réguler cette activité, à l'intégrer et à essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le travail des marginaux. Il faut faire vite pour ne pas être débordé par cette vague qui ne cesse de grandir.
Place à présent à notre success story. Enseignant d'université et promoteur de l'Institut supérieur de management, Bob Ngamoué est un non-conformiste qui prend tous les risques pour transmettre sa passion et sa vision de l'enseignement. Alors qu'il poursuit sa carrière d'enseignant à l'université de Douala et convaincu de sa capacité à améliorer la pédagogie et l'environnement de l'école, il fonde en 1999 l'ISMA, qui aujourd'hui a déjà formé plus de 10 000 professionnels, parmi lesquels des Gabonais, Tchadiens, Congolais, etc. Il nous raconte son parcours, mais surtout partage sa vision de la formation au pied du campus en forme d'avion qu'il construit à Douala. C'est dans la rubrique Success Story. Bob Ngamoué, né à Badankap en 1955. Après des études à Yaoundé, à l'école primaire de Messa, ensuite après le lycée Leclerc, j'ai fait des études de gestion, spécialité marketing à l'étranger, jusqu'au niveau du doctorat. Je suis parti en 1975. J'arrive en France, je suis surpris par un environnement qui est devant moi. Et c'est vrai, un souvenir qui ne me quittera jamais, c'est... On est avec un compatriote camerounais dans le hall avec un jeune monsieur. C'était en hiver. Blouson. Les sabots bretons. Les sabots. Tu fumais ce Gaulois, là, toi. Habitant, il dit entrez. Je regarde mon frère Mani qui me regarde. Et puis on dit qu'on peut faire comme ça, c'est le prof. Hein. Mais c'était le prof, monsieur. C'était notre prof. Alors, il y a une mécanique qui se met en marche dans nos têtes. Donc on peut être professeur, puis on est un homme ordinaire. En termes de simplicité, parce que ça, c'est un déclic, je peux vous assurer, je n'oublierai jamais ce moment, cet instant de ma vie, d'un homme, un jeune professeur déjà, alors qu'au Cameroun, on a la culture de celui qui arrive, c'est un vieux. Voilà un jeune qui a déjà tout fait, qui a déjà fait tout cela, mais qui est simple, qui est comme vous et moi. Qu'est-ce que c'est beau! Je suis rentré au Cameroun en 86, définitivement. D'ailleurs, ma grande surprise, parce que ce n'était pas au Cameroun que je voulais rentrer. J'étais à Londres pour peaufiner mon anglais et poursuivre aux États-Unis. Aller encore maîtriser un pan de marketing et rentrer m'installer en France. Je suis donc arrivé un peu ici sans savoir comment. Et ben, je suis bien content. Parce que même si j'avais réussi à aller aux États-Unis et rentrer en France m'installer, je ne sais pas ce que ça m'aurait véritablement apporté. C'était difficile. Difficile, puis j'étais complètement blanc mentalement. Même sur le plan des simples réflexes, la voix tout transformée. Peu de choses vous impressionnent, pour ne même pas dire rien ne vous impressionne. Vous êtes naturel quand les autres sont tous conditionnés. Et c'était très très difficile pour moi. C'est un ami qui m'hébergeait. Et puis un jour, il a vu dans le Cameroun Tribune qu'on recherchait des enseignants à l'ex-centre universitaire de Douala. Et dans ce qu'on recherchait, il y avait un poste qui cadrait bien avec ma spécialité marketing. J'ai monté le dossier et pendant plusieurs conseils d'administration, je dois le dire, mon dossier pourtant qui avait tous les critères n'était toujours pas retenu. J'ai dit donc, j'ai vu déjà beaucoup de mal pour être recruté. Ce dossier a été solutionné en 87. Et le temps était donné.
Et puis, j'arrive aussi dans le milieu. J'ai débarqué dans ce pays avec ma grosse Mercedes, mes blue jeans, mes tennis, mes bloussons et tout. Et il y avait peu de jeunes à l'époque qui étaient propriétaires d'une Mercedes. Ça a rendu tout le centre universitaire fou. Et oui, d'ailleurs, comment voulez-vous qu'il ait une Mercedes à cet âge-là? C'est pas possible. Vous dites qu'il a un doctorat, est-ce que c'est vrai qu'il a fait comment pour... Surtout, vous voyez, la tendance, c'est qu'on arrive toujours à faire des choses vieux. Et vous trouvez un jeune pour qui tout est allé d'ailleurs normalement. Vous trouvez que c'est la normalité qui est anormale. J'avais déjà expérimenté ce que je ressentais dans le cadre du cycle de BTS à l'université Douala, le cadre de l'UIT. C'est moi qui ai monté le cours de promotion sociale à l'UIT, des formations qui devaient se faire le soir. Ensuite, le père Sianto, voyant le succès des trucs, est venu me demander ici à Douala de venir l'aider à Yaoundé pour monter son cycle de BTS. Ensuite, c'est Ndiambo de ESG qui me dit, écoute, viens m'aider à développer mon cycle de BTS, ce que je fais. Mais dites-vous, celui qui avait accumulé le plus d'expérience sur comment on doit faire, c'est bien moi. Puisqu'en accompagnant ces personnes, c'est vrai, célèbres aujourd'hui, par leur grand succès, j'ai aussi appris. Mais très souvent, j'ai appris ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je dis, dans un pays comme celui-ci, je suis une immensité d'expérience en matière de l'école. Pourquoi l'école? Comment on doit la faire? Je suis un des Camerounais les plus compétents pour dire à quoi doit servir l'école, pourquoi on fait l'école. J'ai évolué dans l'éducation au niveau du privé, je connais ces problèmes. Au niveau du public, j'y suis encore, je connais les problèmes. Mais vous savez, je n'ai pas besoin de la permission d'un Camerounais pour m'atteler à la résolution des problèmes de cette nature-là. J'ai dit, je vais passer de la phase de constatation à celle de l'action. Et en fait, lorsque je monte cette structure de ISMA, ce n'est pas dans l'espoir un jour d'avoir mon double beefsteak à table à midi. J'ai compris tôt avant les Camerounais que l'environnement, le lieu où se développe l'apprentissage était un facteur déterminant pour le succès de cet apprentissage. C'est quelque chose que je ressentais et qui m'entraînait. J'en avais la conviction, mais j'avais beaucoup de mal à pouvoir l'exprimer. Et c'est le jour où je tombe sur les écrits d'un savant de la trempe de Einstein que je dis, j'avais raison sur tous les autres et n'ont rien compris au pourquoi de l'école. Voilà ce que dit Einstein, je n'ai jamais essayé d'enseigner quoi que ce soit à mes étudiants. J'ai juste essayé de créer un environnement propice à leur apprentissage. Mais cet environnement doit être parfait, aseptisé. Cet environnement, il doit faire corps avec, ça doit les émerveiller. Et dès lors, il y a 1000 choses qui se mettent en mouvement en eux. C'est ce qui justifie la quantité de milliards qu'il faut pour mettre sur pied, pour rendre opérationnel le campus de ISMA au Cameroun. Un idéal de beauté, de perfection. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être exemplaires
ne leur ayant même pas créé les conditions de leur propre travail. Ils vont exceller comment? Vous leur demandez l'impossible. Donc les taudis dans lesquels on forme les Camerounais, on les tue à petit feu. Parce qu'ils ne pourront pas se projeter vers le lointain, se poser des questions encore qui demandent plus d'efforts. Pourquoi ne pas faire encore plus, se situer dans cette dynamique créatrice? Ce n'est pas notre cas, on s'est planté. Et je le dirai toujours, et ma conviction est profonde parce que l'école, c'est du sacré. Bienvenue à ISMA, c'est ici que tout a commencé. ISMA est créé en 97-98 et autorisé en 99. J'ai senti pourquoi il fallait que je donne un contenu à ma vision éducative. Quand l'heure a sonné, je me suis retrouvé ici à Liberman. J'ai rencontré l'excellent père Berger, le père jésuite, avec qui j'ai changé mes préoccupations éducatives. Et c'est vrai, on a rapproché l'intellect de la spiritualité. Et je dis de toute façon, à partir du moment où l'intellect trouve son aboutissement dans la spiritualité, nous disons la même chose. Vous portez la soutane pour prêcher. Moi, j'ai la liberté du choix du mode vestimentaire, mais en fait, la convergence ultime, c'est l'élévation de l'humain. Et là, c'est pour la tête, il m'a dit, ben, écoutez, il y a en haut une salle. C'était cette salle-ci, et puis un endroit pouvant servir de bureau. Voici la première salle de classe que nous avons obtenue du recteur de Liberman, le père Berger, pour la première année. Et de l'autre côté, ça a toujours été mon petit bureau. La deuxième année, nous avons acquis cette deuxième salle de classe. Et naturellement, je vais vous montrer la troisième salle qu'on a acquise la troisième année. Nous avons acquis cette salle la troisième année. La quatrième année, nous sommes devenus locataires de cette quatrième salle de classe à Liberman. Ces 2 dernières années, on a acquis 2 nouvelles salles. Et nous avons acquis cette salle de classe dans laquelle je fais des cours en action commerciale. Bonsoir, professeur Tefak. Dans cette salle se déroule en ce moment un cours de droit fait par maître Tefak. C'est peut-être il y a 1 an ou 2 que j'ai eu le dehors. Les 2 salles du dehors. Vous voyez comment on est allé à pas de tortue. Et la vie, c'est ça. On n'a pas fait sa tac au sommet. On est allé tout doucement. Et il y a une chose qu'il faut comprendre de vous-même, monsieur. Ce n'est pas l'argent qui est important. C'est la qualité du projet qu'on porte. Les convictions qu'on développe autour de cela. L'éducation permettra au Cameroun un jour de démarrer, c'est-à-dire devenir maître de lui-même. Un jour, on m'appelle de l'université, on me dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de pleurer qu'ils avaient pris des inscriptions ici, puis ils sont allés en vacances au village. Quand ils reviennent, on dit que la salle de classe est pleine Alors, je dis, à un moment, mettez-les sur notre liste, on verra ce qu'on va en faire après. Puis je rentre de l'université, m'assois ici, je dis, mais autant. Et si je reste assis, rien ne peut se faire. Alors je sors d'ici, je contourne la cathédrale et je vois
un bureau à louer. Et mon chauffeur, il relève le numéro et puis on appelle, c'est le père Latalé lui-même qui m'a reçu. Hein. Il me regarde et dit, est-ce que tu dis que tu as fait quoi? Je dis, marketing, papa. Il dit, tu peux gérer la quincaillerie ici? Je dis, non, papa, c'est trop compliqué pour moi parce que, attends, il y a trop de références, papa. Il dit, tu es honnête. Tu es honnête. Fabien, prends les clés. Fabien, c'est un de ses fils. Va lui montrer, hein, tu lui donnes ce qu'il veut. Et puis, Isma quoi. Je me retrouve à Zépol là-bas, qui semblait à l'époque le plus grand site des épaules. Puis on passe des bacs plus 2 aux licences professionnelles. Les 3 sites ne suffisent plus. On tombe encore chez Latal et à la rue de Bangui. 10 salles de classe. Ça doit faire 11 aujourd'hui. Après, les masters tombent aussi. Et les premiers masters avec l'université de Chambre ont sorti cette année. Entre-temps, j'ai bouclé le partenariat avec l'IAE de Poitiers, dont la deuxième promotion de master est même sortie déjà. Pendant qu'il était en licence, je faisais master Poitiers avec les gens de Poitiers. Je faisais des licences de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, ici en informatique. Parce que tout cela créait une succession de petites écoles. Et vous voyez, cette notion d'appartenance était difficile à réaliser parce qu'on est ici en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe à Enveny, je ne sais pas ce qui se passe à Zépol ou à la rue de Manguier. Peut-être qu'il y a une autre philosophie d'Isma à tel endroit, je ne peux pas le savoir. Donc il n'y a pas ce sentiment global d'appartenance. Chacun croit que c'est lui Isma. Et que l'autre qui n'est pas Isma, puisqu'ils ne se connaissent même pas. Alors il fallait donc un lieu pour fédérer tout cela. Et ce lieu-là, j'ai eu encore beaucoup de chance. Le premier terrain que j'ai acheté ici avant la descente du centenaire, c'est le premier terrain qu'Isma a acquis. Mais qu'est-ce que je pensais faire une tour comme ça pour l'école? J'ai eu beaucoup de problèmes avec ceux qui m'ont vendu le terrain. Et ça traînait de 2002. Je suis devenu propriétaire de ce terrain en novembre ou en septembre 2010. Entre-temps, on m'a dit que la Maïti était en train de vendre son manteau, c'est-à-dire sans faire de bruit. Ah bon? J'ai dit, mais super. Je suis allé. On m'a regardé, on dit, monsieur Ngamoué, franchement, le prix du mètre carré est tel que... J'allais pour 3000 mètres carrés. Le délégué Logon de la Maïture, délégué régional, il m'a dit, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il a 2000 quelque chose. Si tu ne prends pas, tu vas le regretter plus tard. Je ne voyais pas d'où pouvait provenir l'argent. Il dit, je te conseille de prendre. J'ai pris. Pendant que j'ai payé, tel autre est défaillant. Je prends. Jusqu'à me situer dans les 8000 mètres carrés. Je ne peux pas vous donner le montant. Il vaut mieux ne pas le savoir. Je voudrais dire aux jeunes d'éviter d'être prisonniers de la conjoncture, d'un contexte socio-économique et culturel donné, et de faire preuve de très grandes ambitions. Et je dis indépendamment de d'où ils viennent, c'est-à-dire est-ce que la famille est pauvre, est-ce qu'elle est riche, quel quartier on habite, etc. Et il faut comprendre qu'il faut en même temps éviter des schémas rapidement bouclés. Parce que le boulevard ne conduit sûrement pas toujours au succès. Le succès passe la plupart du temps par des pistes où on prend des épines. On prend le temps de se soigner. On échoue. On réfléchit à zéro. Et se dire, le tout, ce n'est pas rester cloué au sol.
chercher toujours à se relever, méditer même les échecs en disant il y a des échecs qui sont instructifs. Il faut pouvoir rêver. Imaginer des choses qui à un moment donné vous laissent l'impression qu'elles ne peuvent pas se faire, qu'elles sont impossibles à se réaliser, les imaginer possibles. Évitez de mettre en avant les moyens de réalisation. Tout projet, s'il est réellement un projet intéressant, important, s'il a une valeur, une utilité, ce projet va sécréter de lui-même. Je ne sais pas si je suis un exemple, en fait. Je me pose toujours ces questions. Hein. Mais en fait, on a besoin d'être tolérant. Comme d'habitude dans cette émission, nous allons conclure cet entretien avec le docteur Bom Gamou ici, sur ce site que vous avez choisi. D'abord, dites-nous, on vient de voir le portrait que vous nous avez raconté, quelques grandes étapes de votre vie. Est-ce qu'on peut savoir ce que représente ce chantier, si on peut encore l'appeler ainsi, derrière nous? Qu'est-ce qu'il représente? Peut-être pas grand-chose en l'état, mais je pense que quand il verra vraiment le jour, quand il sera rendu opérationnel, il représentera pour de nombreux jeunes Camerounais le concentré d'efforts qui est nécessaire pour mener à bien un projet, quelle que soit sa dimension, les nombreux sacrifices que cela demande, et puis l'exigence de rigueur au quotidien, parce que tous les jours, il faut faire attention, être toujours prêt à recommencer et faire preuve de beaucoup de détachement et peut-être preuve de la plus belle forme d'humilité, c'est-à-dire savoir aussi que tout cela peut s'arrêter d'un coup. Alors, docteur Bom Gamou vous a suivi tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez vous-même à ce niveau de votre vie sur Terre, de votre contribution à l'épanouissement des jeunes Camerounais notamment? Il faut éviter de faire sien ce qu'on peut appeler la vanité. Dans un milieu où on vit avec des hommes, etc., on a juste parfois un peu plus de chance que les autres. Et puis, pensez aux autres. Pensez aux autres parce que c'est par rapport à une sorte d'espérance pour la jeunesse camerounaise. Et je voudrais, et c'est peut-être ce qui me donne encore un peu le sourire malgré les difficultés qu'on vit depuis une quinzaine d'années, c'est que le jeune qui sera moulé dans cet univers va sortir plus confiant, utile, sentant qu'on l'attend pour quelque chose encore de plus grand. Et ça va constituer la cohorte de ce que je peux appeler avec beaucoup de plaisir les nouveaux soldats du développement de ce pays pour demain. Nous vous laissons repartir à ce que nous devons appeler vos grands travaux, car le chantier qui est derrière nous montre bien la vision que vous avez pour le Cameroun. Et c'est pour cela que nous vous avons choisi pour inspirer la jeunesse. Nous espérons que cette journée passée en votre compagnie vous aura également conforté dans l'idée que vous faites des choses bien pour ce pays. Merci surtout d'avoir reçu donc l'équipe de Carrière ici sur ce site. Merci Diti et de bonnes pensées pour mon ami Jean-Paul Tchomdou. Merci. Sacré Bom Gamou, me direz-vous après avoir vu ce portrait. En tout cas, c'est une histoire à suivre éventuellement. Mesdames, Messieurs, bientôt nous allons nous séparer. Mais avant cela, je vous invite, et je sais que vous attendez ce moment, à aller à la rencontre de Marlise Doualabel, notre consultante en ressources humaines. Elle va nous dire ce que doit faire le leader, catalyseur du groupe, pour aider son équipe à avoir de bons résultats, à atteindre donc des performances jusque-là inégalées. Conseils et astuces, c'est dans la rubrique coaching. Un leader catalyseur est un leader qui donne envie à son équipe d'atteindre les résultats, de se mobiliser pour être les meilleurs. Comme outil de travail, ce leader va avoir recours très souvent à des séances de travail ou des réunions, parce que le management participatif est un management qui produit des résultats. Pour des réunions de travail, ce qu'on appelle des séances de travail, généralement, elles sont tenues et elles sont organisées pour prendre des décisions. Comment faire pour que les réunions
soit des actes de gestion qui apportent de la valeur. La première des précautions, c'est la préparation. La préparation tient à quoi? 1. Vous avez un sujet, une préoccupation. Vous avez un objectif que vous voulez atteindre à la fin de votre réunion. Cela suppose que vous allez vous documenter, c'est-à-dire réunir toute l'information requise pour travailler de manière efficace, identifier tous les acteurs qui peuvent apporter quelque chose à l'atteinte de l'objectif qu'on s'est assigné. Au jour J, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous, l'animateur de la réunion, vous allez commencer par passer un contrat avec les acteurs, avec les participants à la réunion. Ce contrat, c'est quoi? C'est toutes les règles qu'il va falloir observer au moment où vous allez entrer en plein dans votre réunion. Il s'agit du téléphone qui doit être fermé, il s'agit peut-être de comment il faut se présenter, mais il s'agit aussi de dire où sont les toilettes, parce que des fois, en pleine réunion, quelqu'un est embêté et il n'ose pas trop poser, ça peut créer une gêne. En même temps, vous rappelez l'ordre du jour. Si possible, vous mettez un timing sur chacun des points de l'ordre du jour, combien de temps vous voulez mettre là-dedans. Vous choisissez un rapporteur, parce que vous pouvez difficilement animer la réunion et prendre les notes. Vous choisissez un timekeeper qui va gérer le temps, parce que quand vous êtes lancé, vous pouvez ne plus être très regardant. Or, vous devez être efficace. Si la réunion doit se tenir en 2 heures, vous devez pouvoir produire le résultat attendu. Une fois que vous avez terminé avec ces préalables, maintenant vous allez respecter quelque chose qu'on appelle le cycle d'interaction. Parce que quand vous êtes en réunion avec les gens, vous êtes en interaction avec ces personnes. Et ces personnes sont en interaction avec les autres qui sont dans la salle. Il y a un processus précis qu'il faut respecter pour être sûr d'atteindre ces objectifs. Premièrement, introduire le sujet, clarifier le sujet. Quand vous avez fini de clarifier, maintenant vous développez. Et dans le développement, vous donnez la possibilité aux différentes personnes présentes de donner leur point de vue, d'émettre des suggestions, de poser toutes sortes de questions. En tout cas, vous encouragez la participation. Il peut arriver que quelqu'un vous perturbe en intervenant de manière pas très appropriée, ne la rabrouez pas, dites-lui, écoutez, nous allons noter votre question, mais comme elle ne rentre pas en plein dans ce qui nous préoccupe, nous n'allons pas en débattre aujourd'hui. Et vous continuez. Ensuite, quand vous avez terminé et que vous avez recueilli les avis des uns et des autres, le rapporteur a pris des notes, vous allez vous entendre. Vous entendre veut dire quelles sont les recommandations que nous allons retenir. Pour le premier point de l'ordre du jour dont on vient de débattre, qu'est-ce qu'on retient comme action à mettre en œuvre? Qui est responsable de quoi? Quels sont les délais où chacun doit produire ce qui est attendu? Et après cela, vous devez terminer la réunion. Terminer la réunion, c'est dire merci à tous ceux qui ont contribué. Mais pour que le cycle d'interaction ne soit pas une coquille vide, il y a ce qu'on appelle le processus d'interaction, parce que au moment où vous animez la réunion, vous essayez autant que faire se peut de respecter tout ce qu'un leader doit savoir. Protéger l'estime de soi, valoriser les gens, être à l'écoute, de manière à ce que les gens soient encouragés. Pour résumer ce que nous avons dit, une réunion, une séance de travail, c'est un moment important dans le management d'une unité. Le leader doit donc prendre ce moment-là au sérieux, donc préparer sa réunion, et ensuite, maintenant, au moment de la tenue de la réunion, mettre un contrat qui nous permet de travailler en toute liberté et dans le respect des uns et des autres. Et ensuite, veiller à ce que quelqu'un prenne des notes. On doit présenter le sujet, on doit le clarifier, on doit le développer, on doit s'entendre sur les recommandations et ensuite, on doit terminer la réunion et se séparer. C'est ici devant le monument de la réunification, mesdames, messieurs, que l'équipe de Carrière a choisi de mettre un terme à cette émission. Une manière pour elle de rendre hommage à Gédéon Pando qui vient de nous quitter. Prenons rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition de votre magazine Carrière. D'ici là, gardons le lien à travers l'adresse email carrière-tv@yahoo.fr que vous fréquentez suffisamment. Merci beaucoup pour tous ces messages que vous essayez de nous envoyer.
Je vous l'ai dit, rendez-vous très bientôt sur votre chaîne de télévision. Thank you.